Bientôt 24 longues années que la grande aventure de One Piece a commencé. À ce moment-là, personne n'aurait imaginé une seule seconde l'ampleur que prendra cette histoire et l'incroyable chasse au trésor qu'elle proposerait à ses lecteurs. Une chasse au trésor, certes, mais c'est par-dessus tout une chasse au mystère qu'Eiichiro Oda prendra un malin plaisir à monter de toutes pièces. Des messages codés dissimulés sur plus d'1 millier de chapitres n'attendant qu'une seule chose, être décryptés. Parmi ces mystères, qu'une très petite poignée peut se vanter d'avoir été introduite dès le tout premier chapitre, et les fruits du démon en font partie. Ils sont la source même de tous les pouvoirs les plus spéciaux de One Piece, de s'étirer comme un élastique, se transformer en magnifique phénix, en passant par la génération du feu, de la foudre, ou même encore des ténèbres. Tout est possible grâce aux capacités conférées par les fruits du démon. Malgré tout ce que l'on peut savoir des pouvoirs de ces fruits, un mystère demeure, leur origine. Et si je vous disais que ces fruits poussaient tout simplement, et comme n'importe quel autre fruit, dans un arbre? Plus encore si je vous disais qu'on en aurait la confirmation depuis le tout début de One Piece, et que l'histoire même des fruits du démon est un lien avec la grande guerre s'étant déroulée il y a 900 ans entre les plus puissants royaumes des mers. Aujourd'hui, nous pourrons peut-être trouver des réponses à toutes ces questions grâce aux indices laissés par Oda lui-même au fil de ces 24 années d'histoire. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle théorie. Dans la première partie, je vais récapituler ce que l'on sait des fruits du démon, afin de rien oublier d'important concernant leur nature. Dans la deuxième partie, je vais vous exposer l'étrange lien que les fruits du démon semblent tenir avec le terrible gouvernement mondial. Dans la troisième et ultime partie, tout ce que nous aurons analysé jusqu'à présent dans cette vidéo prendra tout son sens en révélant l'intégralité de ma théorie sur la véritable origine des fruits du démon. Une origine liée à un arbre mystique, légendaire de One Piece, qui serait la source même de ces fruits démoniaques au pouvoir dévastateur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne peux que vous demander une seule chose. Laissez un like sur cette vidéo pour soutenir la chaîne, ainsi qu'à vous abonner pour ne rater aucune des futures théories. C'est une aide incroyable et inimaginable, alors merci à vous du soutien. Désormais, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger au cœur même du plus grand mystère de One Piece. Pour déterminer au mieux l'origine des fruits du démon, nous devons récapituler ce que l'on sait d'eux jusqu'à présent. Ça ne se limite qu'à quelques contes et légendes, presque des rumeurs. Pas même les utilisateurs de ces mystérieux pouvoirs ne connaissent la vérité et le fondement de leur incroyable puissance. Shanks est le premier à nous dévoiler le rapport que les gens normaux entretiennent avec ces fruits démoniaques au début de l'histoire. On dit que les fruits du démon sont l'incarnation même du démon des eaux. Celui qui en mange se voit doté d'un pouvoir surnaturel, mais en contrepartie, il perd la faculté de nager. Des paroles qui dictent notre approche de ces fruits maudits relayés au titre de mythes et légendes tout le reste de l'aventure. Nous ne savons ni comment ni pourquoi, mais il est indéniable que le folklore mystique dépeint par les mots de Shanks s'approche d'une certaine vérité. Plus tard, le mystère s'épaissit davantage mais apporte également certaines précisions. Nous apprendrons par la bouche du CP9 les autres mythes entourant les fruits du démon. Jabura explique avec une incroyable certitude qu'il ne souhaite pas s'approcher de l'un de ces fruits, car être détenteur de ces pouvoirs signifie avoir un démon résidant à l'intérieur de son corps. Si par malheur, il approche un fruit du démon, alors les deux démons sortiront de leur enveloppe respective pour se battre et le corps de l'utilisateur en question viendrait à exploser. Blueno, un autre utilisateur de ces pouvoirs mystiques, répond qu'il ne s'agit là que d'une rumeur, et que les scientifiques de Grand Line avaient déjà été en mesure de prouver que cette théorie ne s'appliquait qu'à une personne qui consommerait 2 fruits du démon. Son corps exploserait sans laisser de traces, entraînant évidemment une mort atroce. Effectivement, plus tard, un homme aura été capable de réaliser cette prouesse, Marshall D. Teach. Marco ira cependant justifier cet exploit par une particularité que Teach semble avoir et qui ne nous a pas encore été dévoilée. À travers cette simple page, la mythologie des fruits du démon nous est beaucoup plus facile à cerner. Premièrement, les paroles de Jabura sont, je pense, volontairement vraies et fausses à la fois. Lorsqu'il dit qu'approcher un fruit du démon risque de lui causer la mort par la confrontation des deux démons est faux, puisque nous avons pu voir Doflamingo prendre en main le Mera Mera no Mi durant l'arc de Dressrosa, alors qu'il est lui-même possesseur d'un pouvoir de fruit du démon. Cependant, la présence d'un démon chez ceux ayant consommé un de ces fruits est très certainement vraie, car nous apprendrons encore une fois à Dressrosa que les fruits du démon possèdent une âme qui réapparaît dans un autre fruit quelque part dans le monde quand son utilisateur décède. Un fruit du démon, un peu à l'image d'un katana maudit si on veut le comparer à un autre objet, semble alors avoir une certaine volonté, une certaine conscience, ce qui expliquerait également pourquoi seulement la première bouchée d'un fruit du démon accorde un pouvoir, car c'est à ce
moment-là que l'âme du fruit quitte son réceptacle pour en trouver un autre, le corps de celui venant le manger. Deux personnes peuvent manger un fruit du démon, seul le premier en aura les effets car seul le premier aura été maudit par l'esprit. Cela coïnciderait alors avec tout ce que l'on a pu voir depuis le début. L'histoire du corps qui exploserait dans le cas où une personne assimilait deux fruits du démon semble être également absolument vraie. Les scientifiques de Grand Line l'ont affirmé. Marco, en tant que médecin, l'a lui aussi expliqué, tout comme le Gorosei qui révèle que Teach est le premier homme dans l'histoire à réaliser cette prouesse, ou même encore simplement Luffy, disant ne pouvoir manger le Mera Mera no Mi puisqu'il possède déjà le Gomu Gomu no Mi. À travers ces quelques détails supplémentaires, beaucoup plus concrets que les premières légendes entourant les fruits du démon, nous sommes en mesure de mieux cerner la source de leur pouvoir. Outre le surnaturel, il y a aussi un aspect scientifique derrière les fruits du démon et leur compréhension. Oda lui-même a déclaré dans le SBS du tome 48 que la véritable nature de ces fruits sera dévoilée lorsqu'un grand scientifique apparaîtra. Le scientifique en question n'est autre que Vegapunk, qui a déjà permis de grandes prouesses dans ses travaux sur les fruits du démon, notamment en recréer d'une quasi-perfection celui de Kaido et Momonosuke. Nous avons appris très récemment que pour créer ce fruit artificiel, Vegapunk a eu besoin d'extraire le facteur de lignage de Kaido lui-même. Dans le monde de One Piece, on l'appelle le schéma de la création de la vie. Dans notre monde, il serait plus connu sous le nom d'ADN. Si Vegapunk a réussi cet exploit, alors on peut considérer que ces fruits sont une mutation biologique et sans doute irréversible du corps de son consommateur. Malgré cela, Vegapunk le considère comme raté. La raison est sans doute celle que nous avons expliquée un peu plus tôt, un fruit du démon possède une âme. Même si la mutation d'un fruit peut être reproduite et clonée, l'âme elle est unique et ne peut être recréée de toutes pièces. La science ne pourra alors dépasser les limites imposées par la spiritualité. Maintenant que ce récapitulatif est fait, passons à un autre niveau. Passons aux détails cachés autour des fruits du démon et les foreshadowing qu'Oda a pu dissimuler dans la deuxième partie de cette théorie. Le gouvernement mondial est l'instance la plus puissante du monde de One Piece. Que ce soit les pirates ou les révolutionnaires, aucun n'a l'influence que le gouvernement peut avoir sur les pays et leur population. Aujourd'hui, on estime qu'une majeure partie des mystères de One Piece sont d'une façon ou d'une autre reliés à cette organisation politique, qui a vu le jour il y a 800 ans, après un siècle entier de vide absolu qu'ils tentent de cacher quoi qu'il en coûte. L'histoire mystérieuse des poneglyphes, des porteurs de la lettre D, et même de la dernière île de Grand Line, Laftel, sont des énigmes bien connues du gouvernement. Mais je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps et vous révéler que oui, je suis aujourd'hui persuadé à 99% que le gouvernement mondial est intimement lié au secret des fruits du démon. Leur origine, l'arbre dont ils proviennent et dont je vais vous parler, ou encore leur histoire, tout cela trouve une justification uniquement grâce à cette organisation politique mondiale que l'on va analyser dès maintenant. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille est incontestablement cette facilité que le gouvernement a à se procurer tout un tas de fruits du démon divers et variés. Que ce soit pour leur force militaire ou pour leurs occupations les plus sordides, de nombreux indices laissent supposer que le gouvernement mondial est capable d'acquérir avec une grande facilité des fruits du démon. Premier exemple, le CP9. Ce groupe d'élite est composé de soldats recrutés depuis leur plus jeune âge. Les candidats à plus haut potentiel seront donc entraînés à l'espionnage et au meurtre. Pour les aider, on leur fournit gracieusement des fruits du démon. Spandam, un haut fonctionnaire du gouvernement, ayant obtenu les deux fruits du démon qui sont destinés à Khalifa et Kaku, explique que c'est grâce à ses connaissances qu'il a pu les acquérir. Ces connaissances seraient en réalité ses supérieurs, lui fournissant les pouvoirs nécessaires pour que le CP9 augmente en puissance, tout en continuant à servir les intérêts du gouvernement mondial. Deuxième exemple, les amiraux. N'avez-vous jamais trouvé ça étonnant, bizarre, que les trois premiers amiraux, présents eux aussi depuis leur jeunesse, aient parmi les trois logias les plus redoutables du monde, alors que Fujitora, lui qui n'était pas dans la marine jusqu'à tout récemment, possède un paramecia? Oui, le gouvernement aurait alors donné leurs plus puissants fruits en réserve à leurs trois plus puissants soldats. Et non, il ne s'agirait donc pas d'un hasard. Smoker, Sengoku, Tsuru et bien d'autres auraient également eu des fruits du démon attribués en fonction de leur propre nature en suivant ce raisonnement. Seul Garp n'aurait pas accepté ce pouvoir au même titre qu'il a refusé le poste d'amiral, sa force brute étant largement suffisante. Si le gouvernement mondial fournit bel et bien les plus terribles fruits du démon à ses soldats, on pourrait tout simplement mettre ça sur le compte de leur grande fortune et réseau de connaissances. Après tout, ils sont capables de mettre 5 milliards de berries pour un seul fruit du démon, le Ope no Mi. Que ce soit Spandam avec les deux fruits du CP9 ou les amiraux et leurs logas surpuissants, ils auraient alors tout simplement acheté ces fruits. Dans ce cas, je vais vous donner un troisième et ultime exemple qui vous fera voir la chose un petit peu différemment. Un exemple encore plus flagrant qui se trouve dans l'histoire tragique des sœurs Kuja, Hancock, Sandersonia
et Marigold. Ces trois sœurs ont fait face aux pires atrocités dans leur jeunesse. Des atrocités commises par les êtres les plus dénués d'humanité que cette terre peut porter et que les cieux peuvent abriter, les Tenryubito. Les trois jeunes esclaves ont subi, contre leur gré, la malédiction des océans en mangeant de force le Mero Mero no Mi, le Ebi Ebi no Mi, modèle Anaconda, et le Ebi Ebi no Mi, modèle Cobra Royal. Évidemment, pour les Tenryubito, il ne s'agissait que d'un jeu, d'une distraction qu'ils auront totalement oublié quelques minutes plus tard, alors que les sœurs Boa, elles se retrouvent maudites et traumatisées à vie. Ce qui m'intéresse dans cette histoire est de savoir comment et pourquoi les Tenryubito sont parvenus à récupérer non pas un ou deux, mais 3 fruits du démon tout en ayant des pouvoirs liés entre eux, autour du thème précis du serpent. Une aura récupéré le pouvoir de Médusa, l'une des 3 gorgognes de la mythologie grecque, tandis que les 2 autres auront la capacité de se transformer en 2 formes de serpents différentes. Ce n'est pas un hasard, et les Tenryubito auraient eu parfaitement conscience des pouvoirs des fruits du démon qu'ils avaient en leur possession, ainsi que de leurs effets. En voyant la chose comme je vous l'ai présenté à l'instant, le doute est donc réellement permis. Il est vrai que les liens entre les fruits du démon et le gouvernement mondial sont présents et intrigants. Les amiraux, le CP9, les sœurs Boa, les fruits du démon quels qu'ils soient, sont très facilement accessibles pour eux. Mais ça, ce n'était qu'une partie de l'immense iceberg de cette théorie, car les coïncidences de ce genre, il y en a encore beaucoup, notamment du côté scientifique du gouvernement. En plus de Vegapunk, qui est celui connaissant le mieux les fruits du démon dans le monde de One Piece, le seul personnage à avoir été capable de reproduire en masse des fruits du démon artificiels n'est autre que César Clown, lui aussi ancien membre de l'unité scientifique du gouvernement qui s'est allié à Doflamingo, un ancien Tenryubito. Une boucle alors semblant sans fin mais qui trouvera un tout nouveau sens grâce à ce dernier, à l'unique et démoniaque Don Quichotte, Doflamingo. Il nous permet de transitionner vers la partie ultime de cette vidéo, la théorie finale sur les fruits du démon. Doflamingo va jouer un rôle plus que crucial pour la suite. Don Quichotte Doflamingo, le démon céleste. Celui ayant renversé un pays entier en une simple nuit, ancien Shichibukai mais par-dessus tout, ancien dragon céleste. Cet homme est le seul connu à avoir été à la fois un noble mondial, un pirate de renom, et un roi. Il est à l'origine des scènes les plus emblématiques de One Piece à travers ses discours légendaires sur l'ordre mondial. Mais celui que l'on retient le plus est sans aucun doute sur l'étrange secret que cache le gouvernement mondial aux yeux du monde et que seul lui semble connaître. Un secret qui pourrait bouleverser la terre entière de par sa simple existence, le trésor national de Marie-Joise. Il est devenu l'un des plus grands mystères de One Piece dès sa première mention. Que peuvent bien cacher les dragons célestes aux yeux du monde qui soient à la fois autant importants et accessibles à Doflamingo? Si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'ici, alors votre déduction aura sans doute été rapide. Le trésor national de Marie-Joise, le secret que connaît Doflamingo à propos du gouvernement mondial, ne serait nul autre que l'existence et la position de l'arbre légendaire dont sont originaires les fruits du démon. Comment ai-je pu en déduire que cela pouvait être un arbre et pas autre chose? Pourquoi les Tenryubito le posséderaient et pas quelqu'un d'autre? Eh bien laissez-moi tout vous expliquer en remontant aux origines même de One Piece. Romance Down, volume 1, une courte histoire publiée dans le Shonen Jump le 4 août 1996 par un certain Eiichiro Oda, absolument inconnu du grand public. Bien que ce soit ni le même nom ni le même début, Romance Down était les prémices de ce qu'allait devenir One Piece. On pouvait y retrouver Luffy, Nami, Shanks et par-dessus tout le Gomu Gomu no Mi. Peut-être en a-t-il un peu trop dit sans le vouloir car dans cette histoire, Oda aura révélé les origines du Gomu Gomu no Mi à travers les paroles de Shanks. Il s'agit d'un des rares fruits qui pousse une fois tous les 50 ans sur l'arbre légendaire. Alors, pour la seule et unique fois, l'un des plus grands mystères concernant les fruits du démon aurait été teasé dans cette histoire, méconnue du grand public. Il faut savoir que Romance Down volume 1 a été dévoilé en France dans le databook Red. Cependant, la traduction n'est pas du tout la même que je vous ai présentée. J'ai pris donc un soin particulier à vérifier mes sources et c'est bel et bien un arbre légendaire qui a été évoqué par Shanks. Je suis même allé chercher la page quasiment introuvable en japonais que j'ai réussi à récupérer, et également dans la langue native d'Oda que notre très cher Julien Fontanier a pris la peine de me traduire. Un immense merci à lui. On y mentionne un arbre de légende où mûrissent tous les 50 ans les fruits du démon. Grâce à cet élément, nous avons une première certitude. Oda avait à l'époque une idée bien précise de l'origine des fruits du démon et il venait d'un arbre. C'est un indice d'une valeur inestimable vu qu'en 24 ans d'histoire, absolument rien n'a pu nous aiguiller vers une quelconque direction. La question suivante est désormais de savoir si oui ou non, Oda a toujours cette idée en tête des années plus tard. Eh bien, il semble que oui. Souvenez-vous durant l'arc de Dressrosa,
La fabrique des fruits artificiels Smile a été révélée dans les tréfonds de cette île, là où les Tontatar réduits en esclavage furent exploités pour leur mystérieuse capacité à faire pousser toutes sortes de végétaux. Même s'il ne s'agissait pas de véritables fruits du démon, c'étaient ceux qui s'en rapprochaient le plus et ils étaient également cultivés sur des arbres. Serait-ce donc un foreshadow? Après tout, les fruits du démon eux-mêmes possèdent une tige, un pédoncule, signifiant qu'ils étaient de base portés par les branches d'un arbre et donc qu'ils peuvent être cueillis. Mais ce qui est le plus intéressant dans la culture des Smile sur Dressrosa est qu'ils étaient sous la surveillance de Doflamingo, encore une fois. Ce même Doflamingo qui a été en mesure de récupérer le Mera Meranomi, le fruit du démon de Port Ghazzi Ace ayant trouvé la mort durant la guerre de Marineford. Cela nous a-t-il jamais dérangé? Comment et pourquoi Doflamingo a-t-il réussi à récupérer un tel fruit du démon? Tout simplement car le trésor national de Marie-Joise et les fruits du démon sont liés. Si Doflamingo sait que les Smile peuvent pousser sur des arbres précis, c'est tout simplement car il aurait vu l'arbre en question de ses propres yeux et connaîtrait son emplacement, expliquant comment il s'est emparé du Mera Meranomi ayant poussé sur cet arbre légendaire après la mort d'Ace. Le trésor qui chamboulera la face du monde, jalousement gardé par les dragons célestes, ne serait ni plus ni moins que leur source d'approvisionnement en fruits du démon, l'origine même de ses pouvoirs maudits. Au-delà de l'explication rationnelle, il y a une véritable symbolique mise en place par Oda autour de cet arbre et des autres arbres légendaires déjà présents dans One Piece que l'on peut associer au gouvernement mondial. Pour trouver celui qui fait pousser les fruits du démon, une nouvelle chasse au trésor s'ouvre alors à nous. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde de One Piece porte plusieurs végétaux uniques, notamment les arbres qui ont une position très importante au sein de l'histoire et de la mythologie de leur monde. Si un arbre faisant pousser les fruits du démon existe bel et bien, une aura mystique doit l'entourer. Il se pourrait qu'il soit maudit, tout comme ses fruits, par un démon ou un esprit vivant à l'intérieur. D'après les anciennes croyances des Shandia, les arbres sont en réalité des totems, accueillant les esprits de leurs ancêtres y dormant à l'intérieur. Depuis que le peuple de Shandora existe, cette croyance perdure au sein de leur tribu, rendant ces arbres plus importants que leur propre vie. Pourquoi serait-il difficile d'imaginer que l'arbre fruit du démon soit également habité d'un esprit à l'origine de ses pouvoirs? Et si dans certains cas, l'âme des fruits du démon retourne dans leur arbre originel, tout comme les esprits des ancêtres Shandia? Ça tombe bien car dans One Piece, il existe 3 arbres. 3 arbres se distinguant de tous les autres en possédant une histoire spéciale et même certains pouvoirs. L'arbre d'Adam, l'arbre d'Ève et l'arbre de la connaissance détruit par le gouvernement mondial lors du Buster Call contre Ohara et ses citoyens. Ces 3 arbres ne sont évidemment pas anodins et tirent leur nom de l'histoire la plus connue de la Bible. Adam et Ève étaient les premiers êtres humains créés par Dieu, bannis de ce paradis terrestre après avoir consommé un fruit de l'arbre de la connaissance. Malgré l'interdiction de Dieu de manger l'un de ces fruits, Ève succomba à la tentation du serpent, suivi d'Adam, entraînant une malédiction à leur encontre. L'exclusion et le bannissement du jardin d'Éden. De cette façon, Dieu s'assure qu'ils ne seront pas tentés de profiter d'un second arbre, présent dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie dont les fruits procurent l'immortalité. Oda s'est donc largement inspiré de la Bible et semble recréer ce mythe à sa façon dans One Piece. Le bois de l'arbre d'Adam est utilisé pour les bateaux les plus résistants, Dieu a utilisé une côte d'Adam pour créer et modeler Ève. L'arbre de la connaissance d'Ohara renfermant les secrets et les tabous du monde que le gouvernement aura interdit d'étudier. L'arbre de la connaissance du jardin d'Éden porte des fruits dont la consommation a été interdite par Dieu. Ève, quant à elle, pourrait voir son histoire se croiser avec l'arbre de vie, puisque c'est l'arbre lumineux d'Ève qui apporte la vie aux hommes poissons dans les abysses des océans, comme nous l'explique Neptune. D'autant plus qu'Ève signifie littéralement celle qui donne la vie, coïncidant ainsi avec l'arbre éponyme, permettant ainsi aux hommes poissons de survivre. Il est évident qu'Oda a parfaitement connaissance de ce mythe provenant de la Bible et qu'il l'utilise pour transmettre un message dans son œuvre. Pour preuve, Usopp lui-même réalise qu'un lien entre l'arbre d'Ève et l'arbre d'Adam puisse exister. Absolument rien n'est laissé au hasard. De cette déduction, il faudra alors trouver le légendaire Jardin d'Éden, un lieu paradisiaque qui sierait parfaitement aux dragons célestes et à leur inspiration divine. C'est ici que l'on retrouverait le fameux arbre fruit du démon, symbolisant l'arbre fruit défendu du Jardin d'Éden, où le serpent, c'est-à-dire le démon, aura fait succomber Ève à la tentation, les menant à une malédiction. Où se cache-t-il? Eh bien, rappelez-vous que ce serait le trésor national de Marie-Joise, révélé par Doflamingo. Alors tout naturellement, le jardin d'Éden et l'arbre fruit du démon se trouveraient au cœur de la terre sainte des Tenryubito, jalousement caché des yeux du monde. Et depuis plus de 24 ans, ce secret est dissimulé sous nos yeux. Mais là n'est que le début de la théorie, alors inspectons l'emplacement de Marie-Joise. Il n'est pas anodin. La Terre Sainte se trouve à un endroit clé puisqu'on le considère au centre du monde, sur les hauteurs de Grand Line. Le jardin d'Éden, quant à lui, est décrit comme ceci dans la Bible. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Un fleuve se divisant en 4 branches, cela ne vous rappelle pas la description des 4 mers de One Piece? East Blue, South Blue,
North Blue et West Blue, absolument tout fait sens. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Grâce aux mythes et légendes de notre monde, nous pouvons davantage confirmer notre pensée, notamment grâce à deux choses qui n'en forment qu'une, le mont Meru et le principe du Axis Mundi. Le Axis Mundi est dans n'importe quelle religion ou mythologie ce que l'on nomme le centre du monde, ou bien encore l'arbre du monde. C'est à cet endroit que se ferait la connexion entre le ciel et la terre, surplombé d'un gigantesque arbre à l'origine même de la vie. Le mont Meru en est donc le parfait exemple. Sa définition le situe au centre du monde, et 4 rivières s'écoulent de lui séparant les 4 points cardinaux, comme le jardin d'Éden de la Bible et comme l'emplacement de Marie-Joise dans One Piece. D'après certains mythes, cette montagne abrite un arbre immense et sacré. On lui prête alors plusieurs noms, Jambu dans la religion hindoue, Yggdrasil dans la religion nordique, ou bien encore le lieu du jardin d'Éden, qui abrite l'arbre de vie, le centre du paradis. Un lieu sacré et divin, au centre du monde, à la frontière entre le ciel et la terre. Voici l'exacte définition de ce qu'est Marie-Joise dans One Piece et de la position de l'arbre de vie dans notre monde. Maintenant que nous avons récolté tous ces indices et que nous avons la certitude d'être sur la bonne piste, trouvons l'identité de cet arbre au fruit du démon. Car oui, je ne vais pas me contenter de vous dire que son emplacement se trouve dans les jardins de Marie-Joise, alors que je pense connaître son nom. Son nom qui ne serait nul autre que l'arbre lumineux d'Ève. En effet, parmi les 3 arbres légendaires liés à la Bible qu'Oda a intégrés dans son œuvre, l'arbre d'Ève serait également, à mon sens, celui des fruits du démon. Comment est-ce possible ? Eh bien, j'ai remarqué que les arbres légendaires étaient également étroitement liés à l'histoire du gouvernement mondial. Mais celui d'Ève, lui, il était encore plus spécifiquement. Ils ont détruit l'arbre de la connaissance comme pour symboliser une punition divine après l'étude interdite des poneglyphes. L'arbre d'Adam a été révélé durant l'arc d'Enies Lobby, un arc mettant en avant la confrontation entre les pirates et le gouvernement, avec en jeu la résurrection de l'arme antique Pluton intéressant le Gurosei. Et l'arbre d'Ève, eh bien, rien ne le relie au gouvernement a priori. Sauf une chose, et pas des moindres, tout ce que l'on cherchait jusqu'à présent, sa position. Les racines de l'arbre d'Ève sont connues pour apporter tous les bienfaits du soleil aux hommes poissons. La chaleur, la lumière, l'oxygène, il s'agit d'une véritable bénédiction unique dans ces fonds marins hostiles. Mais où se trouve son sommet ? En toute logique, si ses racines se trouvent proches de l'île des hommes poissons, son sommet, lui, doit se trouver au-dessus de l'île des hommes poissons. Et évidemment, nous y retrouvons là-haut nul autre que la terre sainte des Tenryubito, le QG du gouvernement mondial, Marie-Joise, le centre du monde. L'arbre d'Ève atteindrait le soleil en étant au plus près des cieux, au sommet de Redline, dans le domaine des dragons célestes à Marie-Joise. Cet arbre, en plus de prodiguer les bienfaits du soleil aux habitants de la mer, pourrait selon moi produire les fruits qui sont maudits par cette dernière. L'arbre d'Ève, celle qui a cédé à la tentation en mangeant le fruit interdit du jardin d'Éden dans la Bible, serait le légendaire arbre au fruit du démon que l'on cherche tant depuis des années. Et encore plus intriguant, vous souvenez-vous de Dressrosa dont nous avons parlé un petit peu plus tôt ? Des arbres y faisaient pousser des fruits du démon artificiels. Mais ce n'était pas le seul élément notable, car la lumière parvenait dans ce souterrain grâce au tournesol lumineux qui puisait son énergie en surface. Tout fait sens désormais. L'usine à fruits du démon artificielle de Dressrosa est en réalité une reproduction miniature de l'environnement naturel de Marie-Joise et de son arbre à fruits du démon, le fameux secret connu par Doflamingo. Le tournesol lumineux est en réalité une référence à l'arbre lumineux d'Ève. Les tréfonds de Dressrosa sont un parfait contraire aux hauteurs célestes de Marie-Joise. Une chose est cependant similaire, c'est sous l'œil avisé d'un Tenryubito que les fruits du démon poussent sur leur arbre, et que ce soit les Tontatas ou les hommes poissons, tous deux ont été réduits à l'esclavage d'un dragon céleste. L'arbre d'Ève serait alors paradoxalement l'arbre de vie du jardin d'Éden et l'arbre aux fruits du démon gardé par les Tenryubito. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que toute cette histoire, toute cette théorie construite autour des Tenryubito pourrait également expliquer quelque chose d'encore plus énorme. La plus grande guerre de One Piece s'étant déroulée il y a 900 ans. Une guerre révolutionnaire qui a changé le monde entier en seulement une centaine d'années et dont l'histoire sera effacée, connue plus tard comme le siècle oublié. Cette époque ayant donné naissance au gouvernement mondial, une coalition de 20 rois unis contre un ennemi commun et ayant comme événement principal la destruction de l'ancien royaume. Un royaume prospère et puissant qui se retrouve pourtant rayé de la carte, effacé des livres et de l'histoire. De ce que l'on suppose, ce royaume avait à sa disposition la puissance des armes antiques. Ses habitants seraient à l'origine de leur création, ou du moins savaient où et comment les trouver et les utiliser grâce aux poneglyphes qu'ils ont éparpillés dans le monde. Mais alors comment, par tous les diables, l'ancien royaume, avec potentiellement la puissance des armes antiques à ses côtés, a-t-il pu perdre face à ses assaillants ?
Eh bien en réalité, les 20 autres royaumes qui se sont rebellés auraient utilisé les pouvoirs des fruits du démon pour contrer les armes antiques. En ayant l'avantage de connaître l'emplacement de l'arbre fruit du démon et de l'incroyable puissance que ces fruits peuvent accorder, ils auraient bravé la malédiction d'Emer pour obtenir un pouvoir inégalable. Car les armes antiques ne sont pas les seules entités à pouvoir détruire le monde. Le Gura-Gura no Mi, pourtant qu'un simple paramécia, a parfaitement le potentiel pour produire une telle chose. Tout comme le Yami Yami no Mi et ses ténèbres pouvant engloutir tout un pays, ou même le Magu Magu no Mi, considéré comme un des logas les plus destructeurs. Les pouvoirs du démon auraient alors été utilisés pour affronter la puissance antique de l'ancien royaume et de ses trois armes, ses trois dieux, Uranus, Poséidon et Pluton. Ce n'est seulement qu'après avoir vaincu leur ennemi et effacé toute trace d'eux dans l'histoire que les 20 rois se seraient regroupés autour de l'arbre sacré, leur ayant conféré la puissance pour vaincre l'ancien royaume. Ils auraient fondé Marie-Joise et le palais Pangea autour de ce pouvoir pourtant maudit qui leur permit cette victoire et en auraient fait leur trésor le plus précieux, désormais nommé en trésor national de Marie-Joise. Paradoxalement, en utilisant la puissance du démon d'Emer, les 20 royaumes devinrent finalement les dieux de ce monde, régnant en toute puissance depuis plus de 800 ans. Aujourd'hui, leur fortune et leur grandeur reposent en cette ressource quasiment infinie de fruits du démon qu'ils gardent précieusement, et dont la seule existence pourrait bouleverser la face du monde entier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, ainsi que la théorie bien évidemment. Un énorme merci également à Julien Fontanier pour son aide sur la traduction. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le meilleur moyen de me soutenir reste le petit like ainsi que l'abonnement. Une nouvelle fois, merci infiniment pour ce soutien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, portez-vous bien.